Le syndrome des ovaires polykystiques. Je, je continue, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux commencer. Je vous remercie, Dr Dabebi. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé, d'autant plus que c'est un sujet qui me tient très à cœur, qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ici, on va voir plutôt est-ce que c'est une complication, est-ce que c'est une association? Et puisque la thématique, c'est flash info, donc j'ai un peu procédé en flash de 10 questions. Ça va être rapide. Je sais que vous avez faim, que vous êtes fatigué. Donc, la première question, le syndrome des ovaires polykystiques en 2024, pourquoi faut-il le connaître? Ça, c'est une question assez banale, puisque c'est actuellement l'endocrinopathie la plus fréquente de la femme jeune, une prévalence actuelle de 10 à 25%. En Tunisie, ça n'a pas été calculé, mais on sait qu'on avoisine les statistiques mondiales. C'est actuellement le plus fréquent motif de consultation pour la femme jeune en gynécologie et prochainement le plus fréquent motif de consultation en devenir en dermatologie, puisque depuis les recommandations de 2023, on sait maintenant que l'acné représente un motif d'acné, plus que 50% de ces acnés seront des syndromes des ovaires polykystiques. Donc c'est une pathologie en constante actualisation. Récemment, en 2023, il y a eu des recommandations qui sont sorties, à peu près 400 pages de recommandations. Donc c'est une pathologie extrêmement complexe qu'il faut un petit peu connaître pour savoir quoi faire dès le début et à qui adresser s'il y a la moindre demande ou souhait des patientes. Donc, pour la deuxième question, est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble gynécologique? Beaucoup de médecins posent cette question. Pourquoi c'est un endocrinologue qui présente cette pathologie? En fait, on sait que dans le titre, il y a le terme ovaire polykystique. Ça, c'est la réponse simple, c'est une gynécopathie, mais en fait, non. Et selon les recommandations internationales, on parle d'une endocrinopathie, puisqu'on sait que c'est une pathologie initialement décrite comme étant, je ne sais pas si vous voyez le curseur, voilà, c'est là, je sais pas. Donc, initialement, ça a été décrit comme des ovaires polykystiques par l'échographie, mais de plus en plus, avec l'avènement de nouvelles recommandations, on sait que le primum ovin, c'est l'origine primordiale de la maladie, n'est autre qu'un trouble métabolique avec beaucoup d'autres empreintes environnementales et génétiques. Donc, c'est en fait une endocrinopathie avec des manifestations gynécologiques et dermatologiques. Pour la troisième question, pourquoi le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques est difficilement posé? Pourquoi la pathologie est dite aussi complexe que ça, alors qu'en fait, il existe 3 critères diagnostiques assez évidents, qui sont les ovaires polykystiques échographiques, une hyperandrogénie clinique qui est classiquement facilement relevable avec l'acné, l'hirsutisme, d'autres symptômes, et les troubles du cycle. En fait, ce sont une triade assez simple, mais en fait, cette triade, elle cache une physiopathologie et un problème sous-jacent beaucoup plus complexe que ça, qu'on va élaborer très brièvement après pour savoir pourquoi le syndrome des ovaires polykystiques est aussi complexe. Donc, pour faire plus complet, ça, c'est les physiopathologies complètes. On ne va pas la faire. Je vais essayer de la résumer en la quatrième question en faisant 3 piliers globaux qui sont les suivants. Donc, il y a certainement une composante génétique dans le syndrome des ovaires polykystiques. Et comme l'ont dit mes confrères avant moi, en fait, c'est une génétique qui est plutôt métabolique. Donc, on parle plutôt d'une pathologie polygénique, métabolique. Ce sont des parents qui sont généralement avec des pathologies métaboliques, obésité, diabète de type 2, hypertension artérielle, qui vont transmettre certains gènes qui vont provoquer une altération du comportement hormonal chez ces patientes. À la droite, vous avez l'environnement qui, dès qu'on parle d'une pathologie métabolique, on va parler de l'environnement. Et je pense que mes collègues ont très bien parlé de l'environnement et de la nutrition. Et en bas, ce sont les événements liés à la fertilité. Ça, c'est vraiment du domaine un petit peu de la gynécologie. C'est pour ça que ces patients doivent être référés plus tard chez les gynécologues et pour initier peut-être un protocole de fertilité ou de procréation médicalement assistée. Donc, pourquoi c'est une endocrinopathie? Pourquoi c'est une pathologie métabolique? Comme vous le voyez à droite, plus les patients auront un BMI élevé, plus la pathologie du syndrome des ovaires polykystiques sera présente. Et on parle d'un surrisque qui existe dès un BMI supérieur à 24 kg/m². Et vous avez les méta-analyses à gauche, tout bascule pour que ça soit une pathologie métabolique. L'autre élément qu'il faut en parler, c'est l'insulinrésistance. Et dès qu'on a des patientes qui prennent du poids ou qui ont un poids élevé en post-pubertaire,
ce sont des patientes qui auront une sécrétion d'insuline plus importante pour vaincre cette insulinorésistance. Et vous voyez à droite, c'est la cellule técale qui sécrète les androgènes. En fait, l'insuline a un récepteur, la cellule técale a un récepteur à l'insuline, et dès que l'insuline va augmenter, la cellule técale va produire encore plus d'androgènes. Et donc, on sait que plus les patientes seront obèses et plus il y aura des manifestations andrologiques. Ce sont des patientes qui auront plus tendance à avoir de l'acné et de l'hirsutisme. Donc, c'est la physiopathologie initiale, ça va être généralement métabolique pour ces raisons-là. Donc voilà, on centre toujours le syndrome des ovaires polykystiques dans l'entité métabolique parce que ces patientes qui ont initialement du poids, un BMI élevé ou qui prendront encore du poids plus tard, auront une augmentation de l'insulinosécrétion qui va perturber la sécrétion de la LH, qui va produire encore plus d'androgènes au niveau de la cellule técale, qui va altérer même le fonctionnement folliculaire et l'ovulation. Alors, pourquoi syndrome des ovaires polykystiques alors que c'est une pathologie endocrino-métabolique? Ça, c'est aussi une question qui est très fortement relevée actuellement. Et notre équipe a fait un travail assez récent avec un schéma qui a récapitulé tout ça. Je ne vais pas aussi l'élaborer. Vous aurez le papier qui va sortir le mois prochain normalement. Et on voit ici que un tiers de la physiopathologie, au moins un tiers de la physiopathologie, concerne le métabolisme. Vous voyez en bas, c'est l'alimentation hypersucrée. À gauche, c'est l'insulinorésistance. Et en haut, c'est les récepteurs à l'insuline au niveau de la cellule técale. Aussi, il y a des récepteurs à l'insuline au niveau de l'hypophyse. Donc, plus vous augmenterez l'insulinosécrétion, plus il y aura une insulinorésistance, augmentation de l'insulinosécrétion, et plus vous aurez une perturbation du fonctionnement hormonal partout, au niveau hypophysaire, au niveau ovarien. Et donc, c'est d'où l'intérêt de la prise en charge métabolique ultérieure qu'on va préciser. Alors, pourquoi cette prise en charge, malheureusement, est mauvaise? C'est la littérature qui le dit. En fait, ça, c'est les questions où les propos que diront certains médecins dès qu'on reçoit un patient, que vous recevrez vos patients, qui diront que voilà, ce sont 3 critères évidents, c'est assez simple, des kystes qui existent, il n'y a pas de problème, pas de projet de fertilité, la patiente, voilà, pas de projet de mariage, donc il n'y a pas d'intérêt à les traiter, on va attendre jusqu'à un projet de fertilité. Ça, c'est vraiment une vision très négative de cette pathologie qui doit être prise en charge bien en amont, même au moment de la puberté, pour qu'on évite les complications ultérieures. Donc voilà, la littérature dit qu'il y a au moins 3 ans de délai pour poser le diagnostic de la maladie. C'est vraiment alarmant. D'attendre 3 ans de surpoids, d'obésité, de perturbation hormonale. Et je vous montre un peu le rationnel qui existe, pourquoi la pathologie est complexe, puisqu'il y a plusieurs médecins qui interfèrent avec la prise en charge. Donc les gynécologues, quasi la moitié, ne posent pas le diagnostic même devant des troubles du cycle, pour dire que ce sont des patientes qui errent, qui ne sont pas dépistées rapidement. Et pour les dermatologues, ça c'est un travail que nous avons fait avec l'équipe de dermatologie, où nous avons isolé 65% des patientes acnéiques qui étaient traitées comme étant une acné vulgaire, alors qu'en fait c'était des syndromes des ovaires polykystiques. Et le traitement de l'acné du SOPK n'est pas du tout le traitement de l'acné vulgaire. Donc ça, ce sont 2 événements alarmants sur lesquels nous mettons beaucoup d'exergues au niveau de notre hôpital, au niveau de la faculté de médecine de Sousse. La 6e question, comment confirmer le SOPK? On va partir sur la clinique. Ça, c'est l'algorithme que proposent les recommandations de 2023. Initialement, partir sur les 3 symptômes, éventuellement sur les symptômes cliniques, qui sont l'irrégularité menstruelle et l'hyperandrogénie clinique. Si nous avons 2 critères, il faut 2 critères sur 3, je rappelle, pour poser le diagnostic. Donc, il faut s'acharner dans ce cas-là à exclure d'autres étiologies d'hyperandrogénie que nous préciserons plus tard. Dans le 2e cas de figure, si on a une irrégularité menstruelle sans hyperandrogénie clinique, dans ce cas-là, il faut rechercher l'hyperandrogénie biologique et bien entendu, il faudra exclure les autres causes d'hyperandrogénie. Et si nous avons une irrégularité menstruelle ou une hyperandrogénie isolée, dans ce cas-là, on va, selon l'âge de la patiente, si c'est une adulte, on va faire une échographie pour avoir le 2e critère. Si c'est une adolescente, l'échographie n'est pas indiquée à moins de 18 ans parce qu'il y a des kystes, des follicules physiologiques en excès. Donc on va attendre 18 ans et on va considérer le diagnostic en amont et la prendre en charge comme étant une pathologie métabolique, comme l'a précisé Dr Kbeili. Alors, le premier critère, je ne sais pas pourquoi il est posé. Le 2e critère, les troubles du cycle. Donc, il y a beaucoup de critères pour le trouble du cycle. Franchement, on ne prend pas en considération tous ces détails. On sait que s'il y a au moins 3 cycles qui sont perturbés, on peut poser le diagnostic de trouble du cycle. Je fais vraiment une alerte sur la mise du faston ou de progestatif ou d'œstroprogestatif chez ces patientes. Il ne faut pas le faire.
même si la patiente a une aménorrhée de 3 mois, pour déclencher, la maman elle a un souhait de règles pour ses filles, non, il ne faut pas mettre de pilule œstrogestative puisque ça va fausser le diagnostic, ça va retarder le diagnostic et donc attendre une exploration hormonale. Pour l'échographie ovarienne, la recommandation ancienne préconisait 10 ml par ovaire avec un nombre de follicules supérieur à 12. Les nouvelles recommandations préconisent un volume ovarien supérieur à 10 ml et un nombre de follicules supérieur à 20. La dernière étude que nous avons faite, c'est la seule étude maghrébine qui existe pour le nombre de follicules. Nous avons détecté un seuil supérieur à 18 follicules et un volume ovarien supérieur à 9,25 cm3. On insiste pour que le nombre de follicules ne soit pas un critère aussi important. Parce que, en fait, c'est un seuil de sensibilité-spécificité. Il ne faut pas attendre 20 follicules pour commencer à dire est-ce que c'est un syndrome des ovaires polykystiques ou pas. C'est pour ça qu'on essaiera, et les recommandations essaieront de réduire ce nombre de follicules et ce volume ovarien pour accélérer la prise en charge. Dernier mot par rapport à l'AMH, ça a été ajouté selon les recommandations. L'AMH, elle est sécrétée par l'ovaire, et donc plus on aura de follicules, plus on aura une sécrétion d'AMH. Donc si la patiente peut le faire, pourquoi pas, ça remplacera l'échographie. Si elle ne peut pas le faire, l'échographie suffira pour avoir le critère échographique. J'approche à la fin. Pour la 7e question, vu sa fréquence, est-ce que ça doit être considéré comme un premier diagnostic? Ça, c'est une question piège, puisque le syndrome des ovaires polykystiques doit être toujours considéré comme un diagnostic d'élimination, même malgré sa fréquence. En effet, comme l'a dit Dr Radassard, il y a toujours d'autres étiologies aux troubles du cycle, à l'obésité, donc il faudra toujours faire un bilan hormonal impératif avant d'évaluer ou de discuter ou de même penser à ce syndrome. Donc vous voyez un bilan hormonal obligatoire, et par la suite, si vous avez une hyperandrogénie, s'acharner à éliminer les autres causes d'hyperandrogénie. Je vous mets le sommaire et vous pouvez vous faire aider toujours par un spécialiste, endocrinologue ou dermatologue, comme vous le voyez. La 8e question, est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques a un traitement spécifique? Malheureusement, non. C'est une pathologie à multiples critères, multiples aspects, mais malheureusement, il n'existe pas de traitement qui cible l'un ou l'autre spécifiquement pour le syndrome des ovaires polykystiques, d'où sa complexité. Et donc, comment prendre en charge une patiente en première ligne? Je vous montre les différentes thérapeutiques qui existent dans le monde. Ils sont très nombreux et continuent à augmenter avec l'avènement de nouvelles molécules, notamment l'analogue GLP-1. Mais vous verrez en haut, à gauche, qu'il existera toujours un trépied pour la prise en charge, puisque c'est une pathologie métabolique. Et donc, vous voyez que l'intervention sur le mode de vie, la prise en charge de l'obésité et la metformine, qui est l'insulinosensibilisateur par excellence, seront toujours le trépied à considérer chez ces patientes. On va les détailler très brièvement. L'activité physique, ça a été discuté par les 30 minutes au moins par jour, sachant que c'est des patients généralement jeunes, donc ne pas hésiter à partir sur 1 heure par jour et viser une alimentation hypocalorique, hypoglucidique. N'oubliez pas d'insister sur l'hypoglucidique parce que c'est l'insulinosécrétion qui va aggraver les symptômes de ces patientes, donc diminuer la consommation de sucre. La metformine, je pense que tous les endocrinologues en sont amoureux et j'espère que vous l'êtes aussi. C'est un gold standard absolu chez ces patientes et chez les patients métaboliques. Vous voyez les bénéfices qui dépassent le syndrome des ovaires polykystiques en partant sur la perte de poids qui est un petit peu légère mais qui existe, la diminution de la surrésistance, améliore la fertilité, ça c'est ajouté à tous les protocoles de PMA chez les gynécologues, action antitumorale, minéralisation osseuse, etc. Donc, quelle est la dose qu'on préconise? 500 à 1700 mg, sachant que le comprimé d'habitude, il est à 850 mg 1 gramme, donc 2 comprimés en moyenne à peu près. Et nous avons fait un travail pour évaluer quel est l'intérêt de cette molécule chez ces patientes. On sait que si elle est prise 30 minutes avant le repas, ça aura des effets beaucoup plus intéressants. Vous voyez la courbe à droite, à gauche, c'est la sécrétion d'insuline et de sucre. Elles seront diminuées beaucoup plus si la molécule est prise 30 minutes avant, mais malheureusement, il y aura très certainement plus d'effets indésirables. Donc, 30 minutes avant, si possible, si elle aura des effets indésirables, la proposer en milieu du repas ou après le repas. Le myo-inositol, très brièvement, c'est une autre molécule insulinosensibilisatrice. Le seul défaut du myo-inositol, c'est que c'est une molécule chère, et la dose, elle est à 4 grammes par jour en moyenne, 3 à 4 grammes. Donc, sachant que la boîte, je pense qu'elle est à 30 dinars à peu près, donc ça coûte très très cher par rapport à la metformine. Donc, les recommandations, on la considère en deuxième intention après la metformine s'il y a une intolérance. La pilule œstroprogestative contient des œstrogènes de la progestérone, donc ça va inhiber la LH, et donc si on inhibe la LH, il y aura une diminution de la stéroïdogenèse. Donc la pilule œstroprogestative
permettra d'équilibrer les cycles, diminuera l'androgénose sécrétion, donc diminuera l'acné, l'hirsutisme, améliorera les cycles. Donc c'est une molécule assez intéressante. Bien entendu, il faudra évaluer l'intérêt, le bilan préthérapeutique et le désir de la patiente. Parce que certains patients ne viennent pas forcément pour acné hirsutisme, viendront pour le poids, donc il faut vraiment évaluer ça. Il y a d'autres thérapies anti-androgènes, c'est vraiment laissé en deuxième, troisième intention. On les considère vraiment après 3 à 6 mois de prise en charge par pilule strobojative et metformine. Existe-t-il une bonne formule? Ça, j'aime bien mettre notre formule et la formule qui est le plus préférentiellement indiquée par les recommandations. Donc, une diététique hypocalorique, hypoglucidique, activité physique 30 minutes par jour. La metformine, ne pas hésiter à la prescrire. C'est vraiment très intéressant comme thérapeutique. Si obésité, comme l'ont dit mes collègues, donc nous avons l'anoxylPA qui a aussi un intérêt très croissant chez chez ces patientes. L'inhibiteur SGLT2, c'est pareil, puisqu'il est glucosurique, donc il diminue l'insulinosécrétion, et aussi un petit peu la glycine. La statine est en cours d'évaluation, puisque ça diminue la synthèse de cholestérol, et on sait que les hormones stéroïdiennes sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc dans certaines études, ils préconisent un peu la statine. J'arrive à la fin. Donc, ne pas oublier que le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie composante génétique, mais à empreinte environnementale et généralement à déclenchement post-pubertaire. Donc, ça part de la puberté jusqu'à la ménopause. Et il y aura toujours des complications post-ménopausiques, malheureusement, si elle est mal prise en charge dès le début. Ne pas oublier que nous avons aussi plusieurs algorithmes que nous avons en notre possession qui existent sur les stratégies. Ça a été traduit en français, arabe et anglais. Donc, n'hésitez pas à les trouver. Ça existe sur les réseaux sociaux. Et ça englobe la prise en charge métabolique, physique et la prise en charge médicamenteuse. Je termine par dire que nous avons créé un certificat d'études complémentaires à la faculté de médecine de Sousse et pour intégrer la prise en charge métabolique, endocrinologique, gynécologique, dermatologique et psychiatrique, parce que cette pathologie, bien sûr, la résumer en 20 minutes, c'est impossible. Et je vous remercie. Merci Taïb pour cet exposé. Donc, je voudrais remercier tous les orateurs pour leur contribution à comprendre ce problème d'obésité. Donc, c'est un véritable fléau avec multiples facettes. Et il nous laisse un peu de temps pour quelques questions. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Je pense que la plupart des conférences étaient claires.